glaciaire s'emparera-t-elle de nos terres et ensevelira-t-elle nos villes du Nord? Mais au milieu de ces prévisions alarmistes pointe une lueur d'espoir. Bert Bolin, un scientifique suédois, suggère timidement que le dioxyde de carbone émis par l'homme pourrait réchauffer la planète. Mais il n'en est pas sûr. La planète renferme de grandes réserves de pétrole. Et il nous reste encore beaucoup de charbon, mais il semblerait que nous les brûlions de plus en plus vite. Si nous continuons ainsi, dans une cinquantaine d'années, le climat pourrait s'être réchauffé de quelques degrés. Qui sait? Nous avons également été les premiers à laisser la parole sur une chaîne de télé internationale au Suédois Bert Bolin, qui parlait des dangers du dioxyde de carbone. Une quantité croissante de dioxyde de carbone dans l'air. Et je me souviens que d'éminents spécialistes m'ont alors reproché farouchement de m'être laissé séduire par ces idées fantaisistes. Dans les années 1970, à l'apogée de la peur du refroidissement planétaire, la théorie excentrique de Bert Bolin, celle du réchauffement planétaire provoqué par l'homme, semble absurde. Mais deux événements viennent inverser la tendance. 1. Les températures commencent à se réchauffer. Et 2. Les mineurs britanniques se mettent en grève. Margaret Thatcher, alors Premier ministre de Grande-Bretagne, fait de l'énergie un problème politique. Au début des années 1970, le choc pétrolier a plongé le monde dans la crise. En Grande-Bretagne, une grève écrasante des mineurs a également provoqué des coupures d'électricité et la chute du gouvernement conservateur. Madame Thatcher est donc prête à tout pour ne pas subir le même sort. What we have seen in this country is the emergence of an organized revolutionary minority whose real aim is the destruction of democratic parliamentary government. La politisation du sujet a commencé avec Margaret Thatcher. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans la promotion de l'énergie nucléaire. Je m'en souviens puisque j'ai été secrétaire d'État à l'énergie. Et cela bien avant que l'on parle du problème du changement climatique. Parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'énergie. Et que ni le pétrole, ni le syndicat national des mineurs ne lui inspiraient confiance. Elle ne croyait ni au pétrole, ni au charbon. Elle pensait donc que nous devions continuer à développer l'énergie nucléaire. Puis, quand la théorie du réchauffement climatique planétaire est apparue, elle a pensé « c'est parfait ». Voilà un nouvel argument en faveur du nucléaire, puisque cette énergie-là ne crée pas d'émissions de CO2. Tel était son propos, qui depuis a été quelque peu déformé. Elle s'est donc rendue à la Royal Society, l'Académie britannique des sciences, et a dit « il y aura de l'argent à la clé si vous prouvez cette théorie ». Alors forcément, ils l'ont prouvé. Inévitablement, dès lors que les politiques soutiennent une cause et y associent leur nom d'une manière ou d'une autre, l'argent afflue. C'est ainsi. Et inévitablement, les institutions de recherche et de développement se sont mises à bouillonner, si je puis dire. Elles allaient étudier le climat, mais en mettant un accent particulier sur la relation entre le dioxyde de carbone et la température. En 1988, à la demande de Madame Thatcher, le Met Office met en place une équipe de modélisation climatique qui constituera plus tard la base d'un nouveau comité international baptisé GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le premier grand rapport qu'ils ont publié prévoyait une catastrophe climatique provoquée par le réchauffement planétaire. Je me souviens de la conférence destinée à la presse scientifique à laquelle j'ai assisté. J'étais frappé par deux choses. Premièrement, la simplicité et l'éloquence du message, ainsi que l'énergie avec laquelle il nous était transmis. Et deuxièmement, le mépris total de toutes les découvertes climatologiques réalisées jusqu'alors, y compris le rôle du Soleil, qui pourtant avait été au centre d'une réunion importante de la Royal Society quelques mois plus tôt. Mais la toute nouvelle importance accordée au dioxyde de carbone généré par l'homme dans les problèmes environnementaux ne séduit pas que Margaret Thatcher. Patrick Moore est considéré comme l'un des plus grands écologistes de sa génération. Il est l'un des fondateurs de Greenpeace.
Le climat est devenu un centre d'intérêt majeur pour deux raisons bien distinctes. Premièrement, au milieu des années 80, la majorité des gens étaient d'accord avec la plupart des idées raisonnables que les mouvements écolos préconisaient. Quand une majorité de gens est d'accord avec vous, pas facile de continuer à la provoquer. La seule façon de rester contestataire était donc d'adopter des positions encore plus extrêmes. Quand j'ai quitté Greenpeace, ils étaient en train de se mettre d'accord sur une campagne interdisant le chlore dans le monde entier. Je leur ai dit, mais il fait partie du tableau de classification périodique des éléments. Je ne suis pas sûr que notre juridiction permette d'interdire entièrement un élément chimique. Et deuxièmement, l'extrémisme écologique a vu le jour à cause de l'échec du communisme. Le mur est tombé. Et beaucoup de pacifistes et de militants politiques se sont alors tournés vers le mouvement écologiste en amenant avec eux leur néo-marxisme. Ils ont très intelligemment appris à manier la langue des Verts pour masquer des programmes plus proches de l'anticapitalisme ou de l'antimondialisation que de l'écologie ou de la science. La gauche a été légèrement désorientée par l'échec manifeste du socialisme et bien plus encore du communisme, de la forme de communisme qu'elle avait adoptée. Elle est restée anticapitaliste, mais elle a dû trouver un nouveau prétexte à son anticapitalisme. Ça a donné une alliance étonnante allant de Margaret Thatcher à droite jusqu'aux écologistes anticapitalistes d'extrême gauche. Et c'est ce qui a donné un grand élan à cette idée farfelue. Au début des années 1990, la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme ne revêt plus un caractère excentrique. Elle donne lieu à une campagne politique à grande échelle qui attire l'attention des médias, ce qui lui vaut un supplément de financement public. Avant Bush père, les fonds investis dans la climatologie et les sciences du climat s'élevaient à environ 170 millions de dollars par an, ce qui était raisonnable compte tenu de l'importance du domaine. Le budget est ensuite passé à plus de 2 milliards par an, soit un facteur de plus de 10, d'où des changements considérables. Beaucoup d'emplois ont été créés. Oui, beaucoup. Beaucoup de nouvelles personnes qui auparavant s'en désintéressaient sont entrées dans cette filière. On a vu surgir des cohortes de personnes dont le seul intérêt pour ce domaine tenait au réchauffement planétaire. Si je voulais faire de la recherche, disons, sur les écureuils du Sussex, et ceci est valable depuis les années 1990, je remplirais ma demande de bourse en disant « Je souhaite réaliser une étude sur le comportement de collecte des noisettes chez l'écureuil au regard de ses effets sur le réchauffement climatique. » Et ainsi, j'obtiendrai de l'argent. Si j'omets cette référence, il se peut qu'on ne me verse rien. Nous sommes tous en concurrence pour obtenir des fonds. Et si notre domaine d'étude suscite des inquiétudes, nous aurons d'autant moins de peine à justifier l'allocation de fonds dans le domaine en question. Une proportion importante de ces fonds a été consacrée à l'élaboration